Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent Manilève, bienvenue dans ce nouvel épisode de NoTube. Je suis très content de vous retrouver, merci d'avoir écouté le premier numéro, l'interview avec Julien Méniel, et voilà, maintenant on va pouvoir lancer cet épisode numéro 2. Alors cette semaine, comme sujet principal, on a décidé de parler un petit peu des débuts des vidéastes, de leur début de carrière, de comment ils travaillent, comment ils ont choisi leur sujet, comment ils ont bossé avec le matériel, la technique, etc. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis très content d'accueillir David Honora, cofondateur de NoTube et cartographe cinéphile. Bonjour David. Salut Vincent. Et de l'autre côté de la table, je suis très content également d'accueillir Fanny de la chaîne Fannyfic. Bonjour Fanny. Salut. Alors pour commencer simplement, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais sur cette chaîne ? Alors j'ai une chaîne qui s'appelle donc Fannyfic, qui est une chaîne d'humour et de feel good, comme j'aime l'appeler. C'est un peu un descriptif, c'est une sorte de pot pourri, pas trop pourri j'espère, de chroniques et de podcasts, enfin de sketchs, voilà, avec toujours une pointe d'humour. Voilà, j'essaye en tout cas. Et j'aime particulièrement ce qui s'est passé sur le web. Enfin, c'est un format que j'aime assez. Oh, arrête, on ne commence pas tout de suite avec les compliments. Alors, avant d'aborder le thème principal de l'émission, évidemment, comme d'habitude, on va faire un petit point sur l'actualité et on va commencer avec une nouvelle très importante pour les créateurs. Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette vidéo. Je m'étais engagé il y a quelques temps, bientôt 1 an maintenant, à vous faire une vidéo pour vous tenir au courant de ce qu'allait se passer avec les aides du CNC pour aider les créateurs de vidéos sur le web, les vidéastes qui font des vidéos gratuitement en ligne. Et nous y voilà, en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, là maintenant, quand la vidéo sort, eh bien le CNC va annoncer des aides pour soutenir la création du visuel sur le web, sur les plateformes gratuites. Alors tout ça c'est un peu lourd, tout ça, mais en gros, effectivement, ça y est, on a une aide du CNC pour les youtubeurs, et ça va pas concerner que les youtubeurs. Alors, dans cette vidéo, on entend Ronan Le Toqueux, qu'on connaît aussi sous le pseudo de Real Myop. Il explique en fait que le CNC va désormais aider la création sur YouTube. Alors bon, la vidéo de Ronan fait 37 minutes. David l'a regardée avec attention. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistent ces aides ? Oui, alors je me suis renseigné un peu donc, sur cette nouvelle aide du CNC donc, qui a été lancée le 3 octobre, à peu près en même temps que NoTube. Donc ça montre l'intérêt montant en France voilà. Pour les créateurs vidéo. Et ce qui est pas mal, c'est que grâce à YouTube, assez souvent quand on cherche de l'information sur YouTube, on peut aussi la trouver sur YouTube. Et là, Real Myop décrit plutôt bien cette aide, d'autant qu'il faisait partie du groupe de travail. Et ça qui est vraiment intéressant, c'est que dans sa vidéo, il raconte le truc de l'intérieur. Il faisait partie du groupe de travail qui, au CNC, a travaillé à l'élaboration de cette aide. Alors, en gros, c'est une aide de 2 millions d'euros par an à l'attention des créateurs de vidéos et qui va se composer en fait en 2 aides distinctes. Il y a une première aide qui est vraiment sur les projets vidéo. Donc vous avez une idée de court-métrage, de long-métrage, enfin voilà, une vidéo qui va nécessiter un petit peu d'argent, et c'est une aide qui va jusqu'à 30 000 euros avec une condition qui est importante dont on va peut-être pouvoir discuter après. Il faut avoir un minimum de 10 000 abonnés. Et il y a une deuxième aide qui là s'intéresse plutôt aux chaînes. Donc l'idée c'est d'avoir un financement pour une chaîne existante. Là l'exigence est un petit peu plus haute parce qu'il faut avoir minimum 50 000 abonnés, et en même temps le retour c'est que c'est un peu plus intéressant parce que ça peut monter jusqu'à 50 000 euros. Voilà, donc c'est une aide qui va permettre de booster, on espère, la création vidéo en France. Ça va permettre aussi à pas mal de gens qui font déjà des vidéos mais qui ont peut-être un peu de mal à joindre les deux bouts, d'avoir une aide de l'État. Il y a un truc aussi important à dire sur les aides, et qui concerne toutes les aides du CNC, c'est que en fait l'aide qui est offerte doit correspondre au maximum à 50% de votre financement. C'est-à-dire que si vous voulez 10 000 euros d'aide, il faut avoir à côté 10 000 euros de financement. Et juste le dernier truc, pour se donner une idée, 2 millions d'euros, c'est à la fois beaucoup et pas tant que ça dans le budget du CNC, dans les aides qui sont données chaque année. En 2016, c'était 785 millions d'euros. Donc voilà, pour le moment, c'est une petite goutte dans ce que fait le CNC, mais c'est déjà un début. Voilà, c'est mieux que rien. Alors, on a abordé beaucoup de points. Fanny, toi, tu as 60 000 abonnés environ, il me semble. Ouais. Donc, tu pourrais être concerné techniquement par les 2 offres du CNC. Est-ce que toi, cette nouvelle, c'était quelque chose de bien, d'important, d'intéressant
intéressant pour toi ? Au début, c'était trop cool. Je me suis dit, waouh, meilleure nouvelle. Je me voyais avec mon chèque de 1,50 m de long en carton brillant, 50 000 €. Et en fait, après, j'ai découvert cette clause des 50%. En fait, c'est une aide pour les gens qui ont déjà un peu de sous, tu vois. Enfin, je vois par rapport à moi, j'ai aucun sou. En fait, à mettre, j'ai aucun revenu. Et du coup, en gros, tu demandes à hauteur, tu demandes le double. Enfin, comment dire ? Alors, en réalité, tu peux quand même envisager le truc, c'est-à-dire que pour faire la demande, tu vas, donc dans le cas de la chaîne, ce qu'il faut, c'est présenter notamment un business plan et donc montrer comment, en fait, tu vas notamment derrière rentabiliser ça et dans l'idéal, en fait, grâce à cette impulsion, pouvoir continuer à faire ton contenu avec des revenus. Et du coup, ce qui se fait souvent dans d'autres domaines et dans les gens qui vont chercher des aides au CNC, c'est en fait avoir soit te servir de l'aide pour débloquer un montant équivalent qui va être un sponsor ou du placement de produits ou des choses comme ça qui sont compatibles avec l'aide du CNC, ça c'est important. Voilà, donc ça c'est une solution. Et il y a un autre truc, c'est qu'il y a une première aide, je crois, qui est de 2 000 €, qui est, en fait, si entre guillemets tu te fais retoquer par... tu peux te soumettre à la demande d'aide et ils vont te dire le projet est super mais il faut encore le travailler un petit peu, on te donne 2 000 € pour avancer sur le projet et ces 2 000 € là sont pas concernés par la règle des 2 temps. Donc voilà, ça peut... Il faut quand même aller, j'incite tout le monde à quand même aller regarder en détail comment ça fonctionne et quels sont exactement les critères. Ils vont pas mal essuyer les plâtres sur ce premier appel. Je crois que c'est tout début novembre le premier tour, donc on passe devant une commission. Pendant 2 ou 3 semaines, je crois, et on a le et temps après ça sera tous les 2 mois. Donc il y a un premier tour, à mon avis, ça vaut le coup même de déposer un dossier juste pour voir un peu comment ça se passe, les retours. Surtout dans ton cas où tu as une chaîne qui existe et qui a le nombre d'abonnés suffisant. Et puis par la suite, on voilà. Et juste un autre aspect important, on s'appelle NoTube, on parle de YouTube, mais c'est une aide qui concerne évidemment pas que YouTube, mais les créateurs de vidéos en général. Donc ça peut être sur Dailymotion, sur Facebook, sur Vimeo, Snapchat, voilà. etc. Alors l'autre point important que tu soulignais, David, c'est vraiment la barrière des 10 000 abonnés. Donc si j'ai bien compris, ça peut être 10 000 abonnés sur YouTube, sur Twitter ou sur Facebook. Je crois qu'il faut avoir une communauté suffisante. Et à mon sens, parce que la semaine dernière, je parlais avec une créatrice qui a 5 000 abonnés qui parle d'afroféminisme, elle me disait que elle aura beaucoup de mal parce que quand on parle d'afroféminisme sur YouTube, on a beaucoup de mal à gagner en abonnés et à atteindre ne serait-ce que le palier de 10 000 abonnés. Donc c'est aussi problématique. Ouais, et puis en plus, ça c'est justement, quand je disais qu'avec Realme-up, on avait un avis de l'intérieur, lui-même disait que c'était une règle qui était pas mal contestée en interne dans le groupe de travail, notamment parce que ce qu'il disait aussi, c'est que finalement tu peux même gruger ça, c'est-à-dire s'il y a des gens qui achètent des abonnés ou qui font des choses comme ça, enfin c'est pas un critère qui est hyper pertinent et qui en plus crée une sorte d'entre-deux. Où on est vraiment dans la zone, même à 10 000 abonnés, où c'est encore, on en a parlé dans l'émission précédente, c'est encore très difficile de commencer à gagner de l'argent, même en ayant 10 000 abonnés, voire impossible. Oui. Voilà, moi je trouve qu'il y aurait presque même une règle qui pourrait être de plafonner, c'est-à-dire que peut-être à genre 500 000 abonnés, on va peut-être pas aller chercher l'aide. Après, bon, ça se discute évidemment, mais... Toi, Fanny, je ne sais pas si tu as déjà eu des discussions depuis l'annonce de la nouvelle, si tu en as déjà parlé avec d'autres créateurs, etc., ou quel genre de retour tu as pu avoir là-dessus ? Ouais, j'ai discuté avec Héloïse de 911 Avocat, qui a une chaîne de YouTube et de droit, qui, elle, pouvait être éventuellement intéressée, qui m'a expliqué un peu le fonctionnement. Mais je trouve en fait que c'est une aide pour déjà les youtubeurs qui ont un pied pro ou qui sont déjà développés, qui sont déjà avancés. En fait, c'est vraiment pas pour les petits créateurs ou ceux qui commencent, entre guillemets. Ça, c'est sûr, soit par la barrière des 10 000 abonnés, soit par un devis extrêmement précis qui est quand même assez difficile. Enfin, moi, par exemple, ouais, j'ai besoin de sous, j'ai besoin de me payer, j'adore avoir un cadreur. Si je pouvais, je sais pas, avoir un peu de décor, avoir un peu de matos, oui. Par contre, budgéter, avoir un devis précis sur des besoins précis, je trouve ça assez... tu peux te permettre de faire ça quand déjà tu as une chaîne avec des programmes établis, et quand tu as déjà un truc un peu qui roule tout seul, quoi. Un peu pro. Oui, donc
Pour résumer, cette offre du CNC, c'est une bonne nouvelle, même si c'est c'est petit. Un bon début. Voilà, c'est un bon début. C'est Ouais. une porte qui est ouverte au sein du CNC, donc c'est de la reconnaissance pour les créateurs. Et donc, effectivement, on encourage tout le monde, tous les créateurs, à aller se renseigner sur les critères précis de Et cette éventuellement à se plaindre, de dire ce qui va pas encore et de faire Voilà. du feedback Voilà. pour améliorer, je pense. d'alimenter le Ils débat. ont l'air à l'écoute. Mm. Voilà. L'autre actualité dont je voulais vous parler, c'est une grosse soirée organisée par Google qui s'appelle le Brandcast. Alors c'est un petit peu l'équivalent des grosses soirées de rentrée télé, etc., où Google fanfaronne un peu, parle de ce qui se passe de génial sur YouTube, où il y a des concerts, voilà, un peu à la TEDx, etc., enfin, des interventions et tout. Alors Fanny, tu étais à cette soirée. Tout à fait. Tu m'as dit que tu t'en souviens bien, parce que tu n'as pas trop bu. Est-ce que C'est tu vrai. peux me dire ce que tu as retenu de cette soirée ? Bah ouais, non, comme tu dis, c'est un grand show. Après, c'est surtout pour les marques. En fait, c'est pas spécialement un événement pour les créateurs. En fait, c'est plus pour les marques. Et du coup, c'est un grand show, un peu bilan de l'année, de ce qui s'est passé de mieux, etc. Donc, c'est vrai que quand tu y es, et que tu regardes le truc et que t'es chaud, bah, tu te prends dans le truc, tu te dis putain, c'est vachement bien, c'est vrai, j'ai envie de développer ma chaîne, avoir un contenu de ouf, etc. Après, voilà, c'est le jeu aussi, tu vois, c'est la soirée où t'es bien accueilli, où t'es bien reçu, où quand t'es créateur, t'es au premier rang et du coup t'es content. J'étais un peu mal à l'aise. Hein. Ah, vous êtes créatrice, mettez-vous au premier rang. Et derrière moi, il y avait genre 1500 personnes et j'étais en mode ok, c'est le syndrome de l'imposteur de ouf. Voilà, je me suis rabattue après sur le buffet gratuit, évidemment. Comme tout le monde. Ouais. Lors de cette soirée aussi, il y avait l'astronaute Thomas Pesquet qui était là. J'ai fait mon petit selfie. Voilà, évidemment, Ouais. comme n'importe quelle fois. Ouais. Alors, il était venu sur scène pour annoncer le lancement de sa chaîne YouTube. Et donc, en fait, on s'est rendu compte, là, qu'il avait tourné plein de vidéos quand il était dans l'espace et que maintenant, il les diffuse sur sa chaîne. Donc, c'est vraiment, ça fait très plan secret. Donc, je résiste pas à l'envie de vous faire écouter un extrait d'une vidéo où, en gros, il explique comment il fait sa fitness et sa muscu dans l'espace. Dans l'espace, on flotte toute la journée. Il y a beaucoup de muscles dont on ne se sert pas. Les muscles du dos, les muscles des cuisses. On est obligé de faire 2h30 de sport par jour pour limiter la perte osseuse et la perte musculaire. Aujourd'hui, je vais vous faire la visite de notre salle de sport spatiale. Petite musique. Cette musique aux petits Cette oignons, musique est incroyable. vraiment. Je l'écoute tous les matins maintenant, ça me permet de me mettre en forme. Alors moi je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir Thomas Pesquet faire de l'unboxing de bouffe déshydratée ou des pranks. Moi je découpe le cordon de mon collègue russe et ça tourne mal. Donc voilà, je sais pas, je suis assez impatient de voir ce que cette chaîne va donner. Il pourrait tout faire, il aurait quand même une aura, il a quand même une classe, tu vois. C'est un aspirateur à selfie, hein, vraiment. N'importe quelle personne qui l'a croisé a absolument son selfie avec lui. Il y avait une file d'attente. C'est ça, exactement. Et pour finir, un autre mot toujours autour du cinéma, mais sur Jean Rochefort, qui nous a malheureusement quitté la semaine dernière. Beaucoup de gens ont partagé ses prestations YouTube sur la chaîne du Bolos des Belles Lettres, mais de mon côté, en fait, je voulais conseiller plutôt la playlist réalisée par la chaîne de Lina. Donc on y trouve des interviews avec Philippe Noiret, un superbe documentaire sur son rapport aux animaux. Il parle comme personne des chevaux. Vraiment, je vous encourage à écouter Jean Rochefort parler des chevaux, c'est magnifique. Mais je voulais aussi vous faire écouter cet extrait où il parle de l'origine de sa moustache. Je les porte depuis longtemps. À l'âge de 40 ans, il y a donc pas mal de temps, j'ai joué le misanthrope. Et je me suis aperçu que ma fausse moustache partait tout le temps. Alors j'ai décidé de laisser pousser la mienne. Et je l'ai gardée parce que quand je l'enlève, il m'est arrivé de l'enlever 2 ou 3 fois, j'ai l'impression de ne plus avoir de slip. Parce que j'ai l'impression d'être à poil. Oui, j'ai un espace. En fait. Très drôle. J'ai un espace énorme entre le et la lèvre supérieure et je me trouve obscène sans moustache. Alors, comme biologiquement parlant, je suis incapable de faire pousser une moustache moi-même, je vais laisser mon camarade barbu, David Honora, peut-être dire un petit mot sur Jean Rochefort. Oui, non, moi j'ai un peu le même problème, je pense que si je me rase, j'ai une tête de militant filloniste, donc je suis un peu obligé de... Non mais c'est un génie. Hein. Pour le coup, alors c'est marrant, on peut présenter Jean Rochefort effectivement comme un YouTuber. Hein. En tout cas, il cartonnait avec le Bolos des Belles Lettres, mais c'est vrai que j'ai quand même plus une tendresse plutôt pour sa filmographie ciné et effectivement c'est assez intéressant de voir quelques perles sur Lina. Et d'ailleurs Lina en général, on l'oublie, mais une chaîne YouTube avec des vidéos qui font pas tant de vues que ça, bizarrement. Enfin, il y a énormément de contenu étalé à disposition et ça vaut le coup parfois de se balader un peu dedans au hasard et de découvrir
des trucs cool. Est-ce que toi, Fanny, des fois, tu tombes sur des vidéos de Lina ou des vieux documentaires ou des choses qui, a priori, n'ont rien à voir avec YouTube? Moi, j'adore les vieilles pubs des années 90 qu'il y a sur Lina. Tu vois, c'est les trucs. Le jambon Madrange ou je sais pas quoi, des vieux trucs bizarres. Ouais, ce n'est pas un placement de produit, je tiens à signaler. On va contrebalancer. J'ai vu un truc Nesquik ultra creepy des années 80, dégueulasse, avec la fille qui lui fait alors, mon petit lapin, tu veux venir boire un petit chocolat chaud? Et puis t'as un lapin dessiné qui vient. Enfin, c'est l'enfer. Et du coup, c'est génial. Il faut absolument aller voir les vieilles pubs sur la chaîne de Lina. Voilà, donc c'est déjà un premier conseil de Fanny. Voilà, on va pouvoir passer maintenant au thème principal de l'émission. Donc aujourd'hui, on va parler des tout débuts d'une chaîne YouTube, une sorte d'origin story un petit peu du créateur. Donc pourquoi on se lance, comment on se lance. Pour commencer, donc je vais me tourner vers Fanny. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a motivé la création de ta chaîne, ce qui t'a donné envie de faire des vidéos ? Alors en fait, moi depuis toujours, j'aime bien amuser la galerie. Je faisais du théâtre dans l'association de ma petite ville. Enfin voilà, c'est mon petit côté clown du quartier. Et du coup, j'ai fait le cours Florent parce que c'était mon rêve. Je voulais devenir comédienne. Et en fait, au bout d'un an, je me suis fait virer parce qu'ils n'aimaient pas du tout tout ce que je proposais. En fait, ils n'aimaient rien. Voilà. Vous n'avez pas d'humour. En tout cas, pas le mien. C'est ce que je peux comprendre aussi. Voilà. Et du coup, personne ne se fait virer en fait de cette école. Donc, c'était un gros coup dur parce qu'en gros, dès que tu payes, tu restes. Et donc, moi, vraiment, ils étaient complètement imperméables à ce que je proposais, à mon humour. Donc, après un peu quelques mois d'armes, je me suis dit, écoute, toi, tu crois en ce que tu fais, tu as plein de choses à raconter, tu vas trouver un autre endroit pour le faire. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas YouTube, quoi. C'est un bel espace pour faire ce que tu veux. Si ça plaît, tant mieux. Sinon, tant pis. Alors, avant de continuer, je vais faire un petit peu mon Arthur et sortir les casseroles des enfants de la télé. Je vous propose d'écouter simplement un extrait d'une des premières vidéos de Fanny qui a été mise en ligne en 2012. Dès le lycée, on nous demande ce qu'on veut faire plus tard. Bizarrement, toutes les fins, genre pompier ou danseuse étoile, ça ne fonctionne plus. Non, ils veulent qu'on trouve un vrai métier. Bon les loulous, pour votre avenir, il y a 3 solutions, c'est pas compliqué. Du commerce, du droit, de la médecine. Ceux qui sont pas intéressés, vous sortez en silence, la NPE c'est par là-bas. Merci, au revoir. C'est dans ces moments-là que je regrette que l'émission ne soit pas filmée, parce qu'on aurait pu voir la réaction de Fanny qui avait un regard sur ses premières vidéos assez incroyable. Quel regard tu portes sur cette vieille vidéo en fait? Non mais déjà on dirait que j'ai 12 ans. Je me rendais pas compte à quel point. Bref, il faudrait que j'aille les voir, mais j'évite de les revoir. J'ai beaucoup de mal à regarder mon travail. En fait, une fois que j'ai accouché entre guillemets d'une vidéo, je ne les regarde plus jamais de la vie, plus jamais. Et du coup, non, évidemment, c'est pas parfait, c'est un peu voilà, mais c'est aussi un peu touchant de la personne qui tente ces trucs, qui a envie de faire des choses. Et voilà, c'est pas parfait, mais c'est pas grave quoi. Le cœur y est. Oui, en plus, on peut dire. Enfin, je pense à ceux qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer. C'est souvent, enfin, même les youtubeurs qu'on adore, on a l'impression en regardant leurs vidéos qu'il faut déjà être super professionnel, avoir des lumières, des super caméras, tout ça, alors que même si on va voir leur première vidéo, c'est souvent fait un peu à l'arrache, mais avec passion et envie, et c'est surtout ça qui est important, je crois. Alors justement, donc toi, la mise en place de tes premières vidéos, à quoi on réfléchit sur le contenu, par exemple, tu mets beaucoup d'humour, tu disais tout à l'heure que c'est un peu un pot pourri, mais comment t'as défini ce qu'allait être ta chaîne au tout début, avant même de prendre la caméra, de te filmer, etc. En fait, je pense que avant de définir ma chaîne, moi je me suis pas dit bon, je vais faire une chaîne, qu'est-ce que je vais faire? En fait, j'avais vraiment envie de parler de trucs. C'est à l'époque où tu as 20 ans, là en l'occurrence la vidéo, tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Aujourd'hui, c'est toujours pas le cas, mais voilà. Donc tu es en plein milieu de tes études, tu es là, tu te fais larguer par des cons, ta vie et machin. Bon, et du coup, c'est vraiment un besoin de s'exprimer, et c'est comme ça que c'est venu. C'est dans ce sens-là, moi je trouve, faut être animé par un truc que tu as vraiment envie de raconter aux autres en fait. Et c'est de là en fait qu'après tu vas construire ton truc. Il faut pas prendre le truc à l'envers. Enfin, j'ai rencontré un mec de 9 ans cet été, un ami de la famille. Bon bref, oui, non, mais c'était trop bizarre. Un jeune homme cette de phrase. 9 ans. Tout à fait, un petit individu qui m'a dit ouais, moi je me lance sur YouTube. C'est trop bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Il fait moi je veux faire des vues, donc je vais faire des pranks et puis aussi des challenges. Je vais manger du wasabi et puis je vais me filmer. Et je t'en mets putain mec, t'as rien compris en fait. C'est genre, voilà, faut être animé par les bonnes raisons. Et est-ce que tu t'es heurté à des problèmes, à des limites techniques? Est-ce que ça a été compliqué, juste matériellement, en fait, de lancer tes premières vidéos? Est-ce que ça représente de l'investissement? Enfin, si on parle d'une bonne caméra, des outils de montage, etc., c'est vraiment des sommes d'argent importantes, en fait. Oui. En plus, je savais pas. Enfin, je trouve qu'on est mal conseillé au niveau du matériel, et donc moi, je m'étais basée sur les conseils d'un youtubeur anglais qui avait eu un super matos, mais il avait déjà beaucoup d'abonnés, et du coup, il avait un Canon 60D qui coûte extrêmement cher.
Donc je me suis dit, en fait, si je veux faire des vidéos YouTube, il faut absolument que j'ai un Canon 60D très cher. Donc j'avais été chouinée un peu dans les jupes de ma mère qui avait fini par me l'offrir à base d'économie, etc. Je me suis rendu compte très vite que c'était pas nécessaire. Et en plus, comme j'étais toute seule et que cet appareil ne faisait pas d'autofocus, la moitié de mes vidéos sont floues. Donc voilà. celle-là, donc la moitié de mes plans sont flous. Donc ça sert à rien en fait d'acheter un truc ultra pro très vite. Ouais, mais il y a un autre aspect que je voulais aborder tout de suite, parce que des fois, avant même de se lancer, de se filmer concrètement, il peut y avoir, notamment quand on est une femme, une espèce de retenue, une espèce d'angoisse quand on veut se lancer. Je voulais vous faire écouter un passage du documentaire Elles prennent la parole, donc, qui a été réalisé par Léa Bordier et Elisa Miquet, donc de l'association Les Internets. Donc, c'est une association qui aide à valoriser les créatrices sur YouTube et à rendre leur travail plus visible. Bah moi en fait quand je sais que quand je fais une vidéo j'ai toujours peur d'avoir des tacles sur c'est pas ça l'histoire ou alors c'est pas ça le truc et j'ai trop peur qu'on me pense pas assez pointu quoi. Je pourrais pas faire de la musique si je connaissais pas un minimum de trucs. Alors donc là c'était Lola Dubini, donc voilà, éminente musicienne qui participe bientôt, je crois en plus à la Nouvelle Star, si j'ai bien vu, et qui expliquait que voilà, et comme beaucoup d'autres femmes dans le documentaire, que c'était parfois compliqué de se dire, il y avait une peur un petit peu des retours, etc. Toi, tu parles pas de musique, tu fais de l'humour et tu parles voilà de tes petites galères, etc. Mais est-ce que tu avais déjà un peu t'avais un peu une appréhension vis-à-vis des retours avant de te lancer concrètement et avant de dévoiler un petit peu tes vidéos? Moi, quand j'ai commencé, donc il y a 5 ans, même un peu avant, en gros, c'était une période vraiment différente où, en fait, les commentaires, je les lisais pas. T'avais aucune conscience du nombre de vues, t'avais aucune conscience des j'aime, des dislikes, des commentaires. Il y avait pas du tout cette notion-là, en fait. Donc moi, je me suis lancée avec une sorte de, vraiment d'inconscience totale et un peu dans le truc en me disant je vais balancer mes vidéos. Et t'as pas ce genre d'appréhension là. Maintenant, oui, quand je fais faire des vidéos, bien sûr, tu vérifies tes sources plusieurs fois. Alors ça, c'est peut-être mes vieilles études de journaliste qui remontent, mais oui, si tu te lances sur un truc où tu veux parler, après, c'est pas grave de se tromper, évidemment, ça arrive à tout le monde, ça arrive en télé, ça arrive dans n'importe quel média, mais rien que pour ceux qui s'est passé sur le web, où à chaque fois je cite des petites anecdotes de trucs que j'ai vu passer, tout ça, je me fais tacler, évidemment, si ma source est mauvaise, si en fait mon article, c'était, tu vois, un Gorafi ou un truc comme ça. Donc, après, comme partout, t'affirmes un truc, tu t'imposes en disant, voilà, ma chronique, je vous balance ça, oui, tu vérifies tes sources, mais après, ça arrive à tout le monde de se tromper, c'est pas grave, ça devrait vraiment pas être une barrière à aucun sujet, en fait. Non, faut pas que ça soit un frein. Et l'autre aspect important que je voulais aborder vis-à-vis de ta chaîne et qui va me permettre de montrer un autre extrait, c'est que tu parles énormément, enfin tu fais de l'humour. Oui, c'est vrai, je parle énormément, un peu trop. Non, mais c'est très drôle justement. Voilà, la caractéristique essentielle, c'est voilà, toujours un ton humoristique, etc. Et en France, c'est vrai que dans l'inconscient collectif, quand on pense à youtubeurs, vidéastes sur YouTube, etc., c'est Norman, Cyprien, des gens qui font de l'humour, ou Natou aussi, qui sont là. Et j'ai l'impression que c'est pas un secteur un peu bouché, un petit peu compliqué. C'est pas un peu compliqué de se placer sur ce segment-là de YouTube, parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà tellement d'offres en fait. T'as pas tant d'offres que ça chez les filles. Ouais. En vrai, c'est une sorte de... Enfin, moi, je l'ai toujours vu comme un boulevard. Après, l'erreur que j'ai faite, c'est déjà, il y a 5 ans, de me dire « Ah, mais attends, tu as envie de faire donc, les sortes de podcasts, de sketch, mais Norman fait déjà ça, en fait, dans sa chambre. Du coup, c'est pas drôle. Du coup, il faut attendre d'avoir une meilleure idée. » Et en fait, j'ai attendu longtemps d'avoir une meilleure idée qui n'est pas venue. Et au bout d'un moment, ma mère m'a dit « Meilleur conseil, en fait, fais. Tu vois, attends pas, fais. Tu rendras ça un peu plus parfait plus tard. Tu vas t'améliorer. Mais surtout, ne restez pas, si vous avez des envies, des idées, en train de vous dire « Ah, mais Jean-Mi a déjà fait un peu pareil, moi ça va pas. » Non, forcément tu vas toi faire avec ta patte, ton cœur, ta façon d'écrire les trucs. Donc rien n'a été fait. Enfin, tout est possible. Faut pas se dire que tout a été déjà fait, qu'il n'y a plus rien à faire et que en fait, voilà, c'est pas parce qu'il y en a déjà un qui fait de l'humour ou un qui a déjà une chaîne d'histoire ou machin que toi tu peux pas le faire. Vraiment, moi j'ai beaucoup pas produit parce que je me suis mis toute seule cette barrière-là et je trouve ça nul quoi. Si j'avais produit plus il y a des années, j'en serais pas là. Je pense, peut-être. Je voulais vous faire écouter justement à ce propos un extrait d'une vidéo d'Antoine Daniel, c'était il y a quelques années, où il donnait des conseils aux jeunes vidéastes pour se lancer, et il parlait notamment de dictateurs de l'humour. Sur YouTube, beaucoup de gens pensent que pour attirer un certain public, il faut mettre de l'humour à tout bout de champ, sinon ça devient vite chiant. Eh bien, vous vous mettez le doigt dans l'œil.
jusqu'au fond de la nuit. Si vous voulez faire une émission culturelle ou un court-métrage dramatique, n'hésitez pas à ne pas mettre de pointe humoristique. Vous vous sentirez plus en accord avec vous-même et ça s'en ressentira. On peut prendre l'exemple du syndrome post-rupture de Flaubert, qui ne contient que très peu d'humour, ou les vidéos d'Axolot. Est-ce que vous avez déjà visité un cabinet de curiosité ? Je pourrais écouter cet extrait d'Axolot pendant des heures. Sur tout ce qui est montage, et peut-être qu'on pourra en parler aussi avec David, parce qu'il y a une vraie montée en gamme, je veux dire, en termes de contenu, etc., de qualité des vidéos, des plans cut et tout. Il y a vraiment quelque chose d'impressionnant, on en parlait tout à l'heure. Mais toi, comment tu as géré ça sur le montage, même ton logiciel de montage au début, c'était quoi en fait ? C'était iMovie, le truc gratuit qu'il y a avec les Mac, mais après voilà, tu peux faire pareil. Et jusqu'à il y a pas longtemps, hein. Je vais pas vous dire jusqu'à quand, mais jusqu'à vraiment pas longtemps, j'étais sur iMovie. Mais comme beaucoup de personnes en plus, et je crois que, juste pour citer son exemple, que Jérém Star fait toujours ses montages sur iMovie. Toi, je pense qu'il faut pas complexer justement sur la technique. Au final, ce qu'il faut, c'est arriver à avoir un fichier que tu vas pouvoir uploader, et c'est vraiment tout ce qui est nécessaire. Ensuite, effectivement, il y a comment dire, l'offre est maintenant tellement riche, tellement diverse et souvent de tellement bonne qualité qu'on a tendance forcément, quand on a envie de se lancer, à s'y comparer. Mais je pense que malgré tout, bien au-delà de la technique, c'est avant tout la personnalité que les gens cherchent sur YouTube. Et ça, on peut avoir la meilleure technique du monde si on se livre pas soi-même et si on partage pas sa vraie personnalité. Je pense que ça fonctionne pas. Donc voilà. Après, la personnalité, quand je parle de la personnalité, ça c'est plus pour les youtubeurs qui vont se mettre en scène, etc. Après, si on veut faire des vidéos, et il y a plein de types de formats différents, si on veut faire des vidéos pour partager de l'information, je sais pas quoi, il y a des chaînes sur l'histoire, sur la médecine, donc là peut-être que c'est plus la passion avec laquelle on a écrit le contenu qui va compter, mais vraiment la technique, faut pas que ça soit un frein, parce que une fois qu'on est lancé, il y aura toujours possibilité soit de s'améliorer, et là il y a plein de tutos justement sur YouTube, soit on peut être contacté par des gens qui disent j'adore tes vidéos, mais moi je suis bon en montage, je pourrais t'aider. Enfin, je suis sûr que justement la communauté YouTube et Internet peut aller dans ce sens, quoi. Et toi justement, Fanny, est-ce que tu as régulièrement des discussions avec d'autres créateurs ? On parlait de vidéos de conseils, de tutos, etc. Toi, comment tu fais ça au quotidien pour améliorer ta façon de faire des vidéos et progresser en permanence ? Moi, j'ai deux cas de figure autour de moi. J'ai à la fois des créateurs qui se lancent, des copines, et qui sont un peu à l'école de la bidouille, elles savent pas trop, et du coup on se conseille, on marche avec des vidéos tutos, etc. Et à côté de ça, j'ai aussi des gens assez professionnalisés. J'ai mes potes de la chaîne Stupid Economics qui sont deux, donc ils ont une chaîne d'économie, ils sont deux, il y en a un qui est toujours face cam, l'autre fait toujours les montages, et en fait tu te rends compte que autour de toi, parmi les créateurs et de manière générale tous les gens qui composent une chaîne, tu as toujours un gars qui a des skills que toi t'as pas, et que tu as toujours intérêt à aller échanger avec les autres, parce que tu as ce mec là qui a fait un peu d'études de son, ou qui a un zoom, un enregistreur audio à te prêter. Tu as toujours intérêt à aller communiquer avec autour de toi les créateurs. Donc tu as les internets qui ont créé un groupe maintenant pour les créatrices sur internet qui est bien pour ça, parce que tu peux demander des conseils. Moi, j'ai aussi un groupe de discussion avec mes anciens camarades du Next Up, qui est un tremplin mis en place par YouTube pour les chaînes entre 10 000 et 100 000 abonnés, où pendant une semaine, ils te donnent des cours justement intensifs de montage, de technique, d'écriture, etc. Donc, avec des gens de ce groupe-là, on échange aussi beaucoup de conseils sur tout le YouTube game, en fait, que ce soit technique ou que ce soit n'importe quelle question, que ce soit comment tu as des relations avec des marques, toutes les questions, je passe par eux. Et après, tu as aussi ces cours gratuits chez YouTube qui sont quand même plutôt intéressants. Oui, voilà. Alors peut-être, David, tu me présentes un peu le YouTube Space, ou en gros ce qu'on... En gros, le YouTube Space, c'est un lieu chez YouTube dédié aux YouTubeurs, et qui va mettre à disposition à la fois des outils, des studios, donc des moyens de filmer des vidéos, et puis des conseils surtout, et à tous les niveaux, c'est-à-dire comment produire sa vidéo, mais aussi après comment aider à faire connaître sa chaîne, comment travailler le marketing autour de tout ça. Et voilà, donc
clairement, YouTube, Dailymotion a aussi un studio qui a la même idée, la même dynamique. Vraiment, je pense que à partir du moment où on s'est lancé, on peut trouver finalement assez facilement des relais et des gens qui vont vous booster. Alors là encore, une mini précision sur le YouTube Space, on peut accéder aux cours à partir de 1000 abonnés et enregistrer sur place dans les studios à partir de 10 000. Donc voilà, là encore, il y a un peu les mêmes débats qui se mettent en place que pour les aides du CNC, mais voilà, c'est déjà des énormes moyens mis à disposition gratuitement des créateurs. Il y a un dernier aspect qui me tenait à cœur dans la réalisation des vidéos que je voulais aborder et qui compte aussi énormément quand on fait des podcasts, c'est le son. Quand je tombe sur une vidéo avec un son de merde, c'est simple, je souhaite tout simplement que cette vidéo se fasse désintégrer par les robots de Google. Le son, c'est hyper important, je dirais même plus important que l'image, donc faites un effort, bordel. Voilà, donc Sofiane, qui est un vidéaste qui donne des conseils sur sa chaîne, est pour le coup assez remonté. Il met la pression. Voilà, il met la pression d'emblée. Et c'est vrai qu'au final, j'ai l'impression que de manière générale, Fanny, tu me diras si je me trompe, mais si l'image est moins bonne, mais que le son est bon, c'est mieux que l'inverse en fait. C'est ce que tout le monde dit. Moi, je sais pas, je trouve aussi qu'une image... Enfin, tu vois, si vraiment tu fais pas d'effort, j'en sais rien, mais effectivement, c'est vrai que c'est si inaudible, tu perds les gens très vite, au final. Après, le son, maintenant, pour pas cher, tu peux avoir ton petit matos, ton petit micro. Enfin, en vrai, on est en 2017, et maintenant, tu as du matos qui est abordable, en vrai. Enfin, à partir de... Voilà, tu peux après monter en gamme quand tu as un peu plus de sous, etc. Mais maintenant, pour 30 Tu dirais euros, qu'un bon micro, ouais, à partir de... Un bon micro, je sais pas, je sais qu'il y a des micro-cravates de qualité très correcte pour commencer sur YouTube pour 30 euros. Je trouve ça quand même assez raisonnable. Et après, c'est au moment où tu achètes ta caméra. Si tu achètes ta caméra, il faut juste t'assurer, c'est tout con, mais qu'elle a un port micro. Voilà, puisque tout le monde n'en a pas, toutes les caméras n'en ont pas. Et du coup, quand tu te retrouves avec ta cam où t'as mis 400 balles, t'es trop content, et en fait, tu te rends compte que t'as pas de trou. Ouais, voilà, t'as pas, tu dois enregistrer ton son à côté. Je trouve ça un peu compliqué pour rien. Ça sent le vécu un peu. Mais moi, j'ai acheté que du mauvais matos. J'ai revendu 3 caméras en fait en achetant n'importe quoi, beaucoup trop cher. Et maintenant, au niveau du matériel, t'es satisfaite ? Ouais, maintenant c'est bon, ça va, ça passe. Ça passe. Ça passe. Voilà, donc je pense que David a encore quelque chose à ajouter. Ouais, moi, j'avais une dernière question dans l'aspect débuter sur YouTube. Toi, Fanny, t'as passé une sorte de cap il n'y a pas très longtemps, en fait, en décidant de t'y consacrer totalement. D'après toi, à partir de quel moment on peut le faire et aussi, je pense que c'est une question qui est liée aussi à l'âge auquel on se lance sur YouTube. Quand on est plus jeune, on peut ne pas trop se poser la question de comment on vit ou comment on finance à côté. Voilà. Est-ce que tu peux parler un peu de ton expérience là-dessus ? Moi, très concrètement, si je peux le faire, c'est parce que j'ai encore quelques mois d'intermittence qui me permettent de joindre les deux bouts. Mais sinon, en fait, c'est un truc que tu fais quand t'as pas besoin de sous, en fait, quand t'as pas de loyer à payer, etc. Sinon, tu peux pas en vivre pleinement. Tu ne peux quitter ton travail et en vivre pleinement que dès lors où t'as une mini-sécurité financière de quelques mois, j'en sais rien, que tu as réussi à mettre de côté un peu en bossant, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai 60 000 abonnés et je gagne clairement pas du tout de sous, quoi. Et ton objectif, c'est d'essayer à arriver à gagner suffisamment ou Bah oui, mon objectif, c'est clairement d'en vivre, ce truc-là qui est vraiment ma passion. Mais en fait, tout ce que je demande, moi, c'est de gagner du temps. Et pour avoir du temps, bah, il faut avoir des sous, en fait. Voilà, avec un salaire, tu te payes du temps pour faire tes vidéos. Donc, j'essaie de trouver mon modèle économique, mais je t'attends encore beaucoup. Quand tu fais de l'humour, c'est beaucoup moins facile de gagner des sous que quand tu fais de la beauté, par exemple, parce qu'il y a moins de marques qui viennent vers toi. Forcément, t'es moins sexy, dans tous les sens du terme, pour les marques. Donc, c'est très compliqué. Et tout quitter pour se lancer sur YouTube, quand tu commences juste ta chaîne, non, clairement pas. Par contre, je pense que ça vaut le coup de se mettre un petit coup de fouet et de trouver le temps et de prendre le temps de le faire à côté de ton travail, à côté de tes études. Parce que moi, clairement, je l'ai pas fait et je le regrette beaucoup. Et il y a quelque chose qui a vraiment déclenché chez toi où tu t'es dit, bon, bah, cette fois, j'y vais ? Bah, en fait, ça faisait depuis que j'avais commencé ma chaîne, où j'avais ma chaîne en tête et je me levais le matin et je me couchais le soir en me disant, putain meuf, tu fais pas tes trucs, tu passes à côté de ta vie. Et du coup, j'avais un travail plutôt cool. J'étais journaliste dans une émission de musique sur France 2 qui s'appelle Alcaline et c'était très bien et j'avais un salaire correct et tout allait bien pour moi. Et en fait, c'est juste que je sentais qu'il y avait un truc qui était pas aligné, quoi, qui était pas en règle. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah les gars,
ciao. Et puis je me lance dans mon truc et puis advienne que pourra. Et au bout d'un moment, quand je serai bloquée par les sous, j'arrêterai. Ou alors j'aurai trouvé d'ici là un moyen de financer tout ce petit bazar. On te le souhaite. Ouais, et on merci. suivra de près l'évolution de ta chaîne. Pour finir cette émission, comme d'habitude, on va donner des petits conseils de chaînes à suivre. Fanny? Ouais, moi je voulais vous conseiller C'est une autre histoire de Manon Bril, que j'ai croisée aussi à plusieurs soirées YouTube, qui est très très cool comme personne et qui fait un contenu très très cool. Sa chaîne, donc c'est une chaîne d'histoire qui parle d'antiquité, de plein de choses, mais toujours avec de l'humour en fait. Et du coup, elle est beaucoup plus pédagogue que la plupart de tes profs, donc faut vraiment que c'est très important ça. Bah ouais, non mais t'as envie de l'écouter, elle te fait pas chier. Moi voilà, quand elle m'intéresse, elle arrive à me faire m'intéresser à l'histoire, donc je dis chapeau bas. Manon Bril, C'est une autre histoire. Manon Bril. David? Moi, c'est une chaîne, alors c'est le contraire des aides du CNC, j'ai cherché une chaîne qui avait moins de 10 000 abonnés. Ça s'appelle le Ciné Club de Monsieur Bobine. Et donc, c'est une chaîne un peu pédagogique sur le cinéma qui va faire des analyses souvent assez pointues, mais toujours accessibles, avec un petit personnage animé de Bobine de cinéma qui parle. Et il y a des analyses assez passionnantes. Et voilà, par exemple, ils viennent de poster une vidéo sur le son dans l'espace, dans les films. Voilà, donc il y a toujours des trucs plutôt intéressants, c'est bien foutu et c'est presque super étonnant que ça ait que 8000 abonnés aujourd'hui. Voilà, donc grâce au conseil de David, peut-être qu'ils atteindront les 10 000 abonnés bientôt. Moi, de mon côté, je voulais simplement vous conseiller une très jeune créatrice qui s'appelle Emma Ebouané, qui a commencé et qui a récemment été récompensée par le concours des internets, qui a récompensé des créatrices encore peu connues. Et donc, pour le coup, vraiment, sa chaîne, je regardais encore des vidéos hier avec beaucoup d'humour. Elle fait une VHS, elle a fait une VHS, pour ceux qui se souviennent des VHS, elle a fait une VHS pour expliquer comment faire des dabs. Elle explique qu'elle est en cavale actuellement et qu'elle discute avec le procureur pour voir comment elle peut s'arranger. Elle propose aussi des recettes où l'ingrédient principal c'est du whisky. Voilà, donc pour le coup, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne et je trouve qu'elle s'est lancée il n'y a pas très longtemps. Elle a énormément de potentiel. Donc voilà, Emma Ebouané. Voilà. C'est mon conseil du jour. Pour finir cette émission, je voulais simplement remercier beaucoup Fanny, donc de la chaîne Fanifique, que je vous encourage à aller voir. David Honora, notre cinéphile cartographe, voilà, qui on pourrait dire bon courage pour le lancement de sa carte Movieland, que je vous encourage à aller voir sur Internet. Vous tapez son nom et Movieland juste derrière. Et moi de mon côté, je vous remercie vous, parce que vous avez été nombreux à écouter la première émission, l'interview, à me faire des retours très intéressants qui vont m'aider à améliorer l'émission. Et voilà, donc si cette émission vous plaît, vous pouvez évidemment mettre des petites étoiles sur l'App Store, en parler à votre grand-mère, à votre mère, à votre chien même. Voilà, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée.